la philosophie générale dans laquelle j'ai préparé ça, cette présentation, je me suis dit, bon, je reviens pas sur la dimension épistémologique. Si ça vous intéresse, c'est l'objet un peu en partie de mon HDR que je tiens à votre disposition, évidemment. Et surtout, j'ai la conférence que j'ai donnée dans l'UMRD-ICE à Marseille, enfin à Aix l'année dernière, et qui est en ligne sur YouTube. Je reviens vraiment là-dessus, c'est-à-dire j'essaye d'expliquer, de positionner ce qu'on appelle l'empirisme méthodologique par rapport aussi, alors d'un point de vue historique accessoirement, mais surtout principalement par rapport aux grands courants de la théorie du droit. Donc si c'est cette dimension-là qui vous intéresse, je vous renvoie plutôt à cette autre conférence où c'était davantage ce qui était développé. Ce que je vais développer plutôt aujourd'hui, c'est concrètement. Concrètement, ça veut dire quelle méthode, quand on veut adopter une approche empirique dans le domaine du droit, quelles méthodes est-ce qui sont à notre disposition? Et on a choisi, hein, avec les organisateurs, que je me consacre aux méthodes quantitatives, puisque, enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, mais personnellement, c'est plutôt ces méthodes-là que j'ai investi, ce qui n'implique de ma part aucun impérialisme, aucun présupposé, aucune hiérarchie entre les différents types de méthodes. J'en reparlerai tout à l'heure. C'est simplement celles qui, personnellement, me sont le plus familières. Toujours pour me distinguer de ce que j'avais fait à Aix, j'ai choisi là vraiment de vous présenter plutôt des travaux que j'ai fait ou que je suis en train de faire, parce que c'est ceux que je connais le mieux. Voilà, je peux vous expliquer, je dirais avec des mots simples, hein, comment est-ce que j'ai pu investir ces méthodes-là. Je sais que ça peut faire peur à nos collègues juristes. Voilà, je pense que, enfin, personnellement, je peux témoigner du fait qu'il n'est pas impossible pour un juriste d'appréhender ce type de méthode. Ça implique un certain nombre voilà, surtout de la formation, mais c'est tout à fait à la portée des juristes. Voilà, dès lors qu'on se place dans un cadre collectif, ça pose absolument aucun problème, mais on aura l'occasion d'en rediscuter si vous le voulez. Euh, alors, sans plus attendre, alors je vais essayer de... Voilà, ça me fonctionne. D'abord, je vais essayer de positionner ce que j'appelle l'empirisme méthodologique. Alors, je suis pas le seul à utiliser ce vocabulaire, hein. Euh, Mathieu Gaïpalet, dans sa thèse sur l'empirisme et le droit, a aussi utilisé ce vocabulaire. Je crois qu'il est utilisé aussi en anglais. Pourquoi moi j'ai retenu, plutôt que de parler d'études juridiques empiriques, moi j'ai préféré ce terme-là parce que ça permet de le distinguer d'autres empirismes juridiques tels qu'on les connaît dans le champ de la théorie du droit. Et je pense que voilà, positionner ce mouvement-là dans le cadre de la théorie du droit, c'est important pour s'y retrouver. Donc si vous voulez, c'est un peu un des enfants du réalisme juridique, c'est ce que j'appelle ici l'empirisme méthodologique. Donc c'est un empirisme. Et pourquoi méthodologique? Bien tout simplement parce que je dirais que c'est un mouvement qui a une attention particulière sur l'usage et l'application de méthodes relativement strictement définies. Peut-être plus que certains mouvements passés, que les réalismes juridiques tels qu'on les a connus jusqu'à présent. Alors, qui d'une certaine manière, je dirais, n'ont pas transformé l'essai, en tout cas pas en Europe. Mais c'est un autre débat, je vous renvoie à la conférence de Marseille. La définition que j'en ai retenue, c'est qu'il s'agit d'une démarche qui appréhende les phénomènes juridiques par l'utilisation de méthodes empiriques, c'est-à-dire soit par l'observation, soit par l'expérimentation. Et cette démarche implique le caractère systématique de la collecte et de l'analyse de données et vise à produire un savoir reproductible et falsifiable. Alors, il y a énormément de choses dans cette définition. Je vais m'attarder sur quelques points seulement. D'abord, l'objet, ce sont les phénomènes juridiques. Pourquoi j'ai choisi ce terme-là? C'est pour montrer qu'il ne s'agit pas d'appréhender. Enfin, c'est pas une nouvelle théorie pure du droit, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'appréhender uniquement le devoir-être, pas uniquement les normes. Il s'agit de comprendre comment les normes évoluent dans la société.
Et donc c'est pour ça que j'ai plutôt choisi le terme de phénomène juridique, qui me paraît beaucoup plus englobant. Et voilà, on pourrait disserter, mais il me paraît aujourd'hui presque aberrant d'envisager uniquement et purement les normes en les détachant de la société, mais ce serait un débat en soi. Donc une approche ouverte, je dirais. Du point de vue de l'objet, c'est une approche ouverte. Par contre, elle se referme du point de vue des méthodes, puisque, comme son nom l'indique, voilà, ce sont des méthodes empiriques qui sont utilisées, soit par l'observation, soit par l'expérimentation. Je reviendrai dans un instant sur cet aspect-là. Et il me semble que les deux points absolument fondamentaux, c'est le caractère systématique et le caractère reproductible. Et je dirais que c'est ça qui distingue une bonne recherche empirique d'une mauvaise recherche empirique. C'est-à-dire que pour faire de la recherche empirique, il suffit pas seulement d'utiliser des données. Il faut le faire d'une certaine manière. Et ça, c'est très important parce que ça conditionne un peu l'apport de ce type de recherche. Il réside vraiment dans leur systématicité, dans leur reproductibilité. Si ces critères-là sont pas remplis, ça me paraît difficile de vraiment produire de véritables résultats de recherche. Alors la systématicité, c'est quoi? C'est le fait d'appréhender un objet de manière systématique, c'est-à-dire concrètement et surtout quand on parle de méthode quantitative, soit en appréhendant des données de manière exhaustive, c'est-à-dire vous étudiez un objet, vous allez analyser l'ensemble des données qui existent sur ce sujet. Donc, je vous donnerai des exemples tout à l'heure à travers l'analyse systématique de contenu, soit en déterminant un échantillon aléatoire, de manière à préserver une forme de représentativité de l'échantillon que vous analysez. Évidemment, quand on est face à des masses de données, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui avec les technologies, mais quand on est face à des masses de données, on peut pas tout analyser. Donc, dans ce cas-là, on a une stratégie d'échantillonnage. C'est ça que c'est ces deux options-là qui garantissent la systématicité et donc la valeur des résultats. Et puis la reproductibilité, bon ça, on est un peu plus familier, c'est le paradigme, je dirais, popperien, où il s'agit de faire en sorte que la recherche qui a été faite enfin, d'une certaine manière, ça consiste à distinguer l'objet du sujet, c'est-à-dire que la recherche qui a été faite par Armand doit pouvoir être refaite plus tard par Bénédicte, puis par Ariane, puis par Julien, par exemple. C'est-à-dire que normalement, si on a bien, enfin, il s'agit de décrire correctement le protocole de recherche qui a été suivi, de manière à ce que n'importe quelle autre personne puisse reproduire à partir des mêmes données, puisse reproduire la recherche pour voir tout simplement si on trouve les mêmes résultats. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Voilà. Je m'étends pas trop là-dessus parce que ça nous amènerait plus vers l'épistémologie que vers vraiment les méthodes en tant que telles, mais c'est quand même important de poser le cadre général pour bien comprendre de ce dont on parle. Et je vais essayer d'incarner un peu plus ces méthodes-là plutôt que de rester confortablement dans le champ de l'épistémologie. Toujours pour vous, et c'est ma dernière diapo d'introduction, mais simplement pour planter un peu le décor, parce que j'imagine que la plupart d'entre nous viennent d'une tradition doctrinale et pratiquent des approches doctrinales, c'est-à-dire celles dont on a hérité en tant qu'étudiant en droit de manière un peu implicite et presque innée. Voilà, par défaut, le doctorant en droit applique une approche doctrinale. Et voilà que là, on parle d'approche empirique. Donc, enfin, quels sont les éléments de différenciation que l'on peut faire entre ces approches? Alors là aussi, vous verrez, si ça vous intéresse, hein, dans la HDR, j'ai essayé de faire le tour de la littérature en épistémologie juridique pour voir quelles étaient je dirais les faiblesses épistémologiques de l'approche doctrinale. Je ne vais pas répéter tout ça, c'est relativement connu, ne serait-ce qu'en lisant les grands ouvrages de référence hein, de Philippe Gestaz et Christophe Jamin sur la doctrine, l'ouvrage de Frédéric sur l'histoire de la pensée juridique, celui de Véronique Champaille-Desplat. Enfin voilà, il y a quand même aujourd'hui une littérature assez importante qui permet de comprendre quelles sont les limites, je dirais, scientifiques, entre guillemets, de la doctrine. Alors comment différencier, comment distinguer et envisager ces différentes approches? D'abord, il me semble que euh,
l'approche doctrinale se caractérise par quatre grandes opérations. Euh, il me semble qu'elle cherche à systématiser le droit, à produire des théories sur le droit, à produire des interprétations et des argumentations relatives aux normes juridiques. Bon. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on peut essayer de distinguer l'approche empirique par rapport à ces quatre grandes opérations. D'abord, s'agissant de la systématisation, il me semble que, et là, ça peut prêter à confusion parfois, hein, parce qu'entre, vous voyez, entre tout à l'heure, quand je parlais d'approche systématique et là, on parle de systématisation doctrinale, on pourrait penser que c'est la même chose, alors qu'à mon avis, ça n'a absolument rien à voir. Euh, il me semble que quand la doctrine produit une systématisation du droit existant dans un domaine donné, elle peut avoir à certains égards une approche empirique parce qu'elle cherche à collecter les différents textes, les différentes décisions de justice relatives à un objet particulier. Donc, par exemple, si vous travaillez sur les actes de gouvernement ou sur la responsabilité civile dans tel domaine, voilà, vous allez collecter tout ce qui concerne ce domaine-là. Simplement, quand on cherche à systématiser, il me semble que le juriste, adoptant une approche doctrinale, peut difficilement se départir d'une idée explicite ou implicite, le plus souvent, de mise en cohérence ou d'un souci de présentation du droit de manière cohérente et non contradictoire. Ce qui est tout à fait louable d'un point de vue pratique, parce que en tant que juriste, on cherche à rendre le droit intelligible. D'ailleurs, ça nous sert aussi à l'enseigner. Mais cette opération de systématisation qui vise avant tout, à mon avis, la cohérence, mettre en cohérence le droit, ben parfois, elle déforme un peu la réalité juridique. Alors que, au contraire, dans une approche empirique, il ne s'agit pas de présenter le droit de manière cohérente. Il s'agit de le présenter tel qu'il est. Alors, on va produire une modélisation de la réalité juridique qui est nécessairement un exercice de simplification à outrance de la complexité du réel, on est bien d'accord, mais dans un souci de complexifier cette modélisation et de rendre cette modélisation la plus proche du réel possible. Vous voyez, donc d'un côté, on cherche à coller au réel, de l'autre côté, on cherche parfois à le simplifier, à le mettre en cohérence avec une dose d'artificialité, je dirais. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Ensuite, s'agissant de la théorisation, là, c'est tout à fait complémentaire parce que la doctrine produit un certain nombre de théories sur le droit. Alors, je ne parle pas ici de la théorie du droit avec un grand T, hein. Je parle voilà, des hypothèses diverses et variées émises dans les productions doctrinales. Eh bien, ce qui est intéressant avec l'approche empirique, c'est qu'elle va permettre de tester, de vérifier en réalité si telle et telle théorie doctrinale se vérifie quand on examine le réel. Alors, je vous donne un exemple. Quand on dit, voilà, le droit pénal a une dimension dissuasive vis-à-vis des comportements déviants dans la société, bon, ben ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier empiriquement. Quand Hans Kelsen nous dit si vous voulez garantir correctement le respect de la Constitution, il faut avoir une cour constitutionnelle. Ben ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait vérifier empiriquement. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de théories comme ça qui peuvent être vérifiées en utilisant des approches empiriques. S'agissant de l'interprétation, alors là, l'interprétation et l'argumentation, je dirais que c'est à peu près enfin, c'est la même catégorie. C'est-à-dire que ce sont des opérations qui sont faites par la doctrine et aussi par les spécialistes de théorie du droit, mais qui ne relèvent absolument pas d'une approche empirique. L'approche empirique est incapable de produire des arguments juridiques ou de produire des interprétations. Elle peut les cartographier, les interprétations, les argumentations, elle peut les décrire voilà, de manière empirique, mais elle ne peut pas les produire. Et alors là, je ne veux pas ouvrir le débat, mais je renvoie notamment, pas qu'à lui, mais notamment aux propos d'Alexandre Viala dans son ouvrage de philosophie du droit, où il montre très bien que, au fond, l'interprétation ne peut pas être une opération scientifique telle qu'on entend la science de manière classique. Et puis enfin, un autre élément de distinction là, que j'ai voulu rajouter, toujours pour bien clarifier, dans le domaine doctrinal, on va plutôt, enfin, certes, il y a un débat en doctrine, il y a des débats en doctrine,
Mais en général, c'est plutôt une opinion contre une autre opinion. Et d'ailleurs, on parle d'opinion doctrinale. Alors que dans l'approche empirique, on va vraiment essayer de se situer, même si c'est un mot un peu, voilà, qui veut pas dire grand-chose, mais on va vraiment essayer de se situer dans une discussion scientifique. Et ça va passer, à mon avis, essentiellement par deux moyens. La première, c'est la discussion des méthodes, c'est-à-dire qu'un article empirique qui peut toujours être discuté quant aux méthodes qui ont été utilisées, comment les données ont été collectées, etc., les choix qui ont été faits par le chercheur. Et c'est toujours très intéressant de discuter ça. Et on va pouvoir participer à la discussion scientifique en répliquant des études empiriques qui ont déjà été réalisées. Voilà pour les aspects, je dirais, de cadrage général. Et sans plus tarder, donc, on va rentrer sur les questions méthodologiques. J'oubliais quand même, j'ai quand même encore trois remarques à faire. Euh, alors, sur le schéma de gauche, là, je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes méthodes parce que je vais en présenter certaines, mais on peut dire qu'il y a deux grandes catégories de méthodes dans les méthodes empiriques, les méthodes d'observation et les méthodes d'expérimentation. Mais ce qui est très important de mentionner ici, c'est que euh, les deux types, alors il y a une autre distinction entre méthodes qualitatives et quantitatives. Ces deux types de méthodes se nourrissent les unes des autres. Et de ce point de vue-là, je dirais, pour faire simple, je dirais que voilà, nos collègues des sciences sociales qui ne jurent parfois que par les méthodes qualitatives, et c'est un prisme assez fort quand même en France. À mon avis, ils ont tout autant tort que nos collègues, par exemple, économistes, qui ne jurent que par les méthodes quantitatives. Il me semble que les méthodes qualitatives permettent d'aller dans la profondeur des choses, d'aller dans la finesse, d'essayer de détecter des mouvements dans la société qu'on ne verrait pas avec des grandes approches statistiques et que, elles alimentent ainsi la réflexion pour produire ensuite des études quantitatives, et lesquelles études quantitatives vont ensuite alimenter la réflexion pour aller plus loin avec des méthodes qualitatives sur les mêmes aspects. Donc, les deux types de méthodes s'alimentent les unes les autres. Il ne faut pas avoir Je pense que c'est ridicule aujourd'hui de choisir les unes ou les autres. On peut être familier des unes ou des autres, mais exclure par principe l'un de ces deux types de méthodes, à mon avis, c'est pas une attitude scientifiquement responsable. Et d'ailleurs, en sciences sociales, parfois, les collègues parlent de triangulation des méthodes, ce qui peut impliquer, par exemple, d'essayer d'arriver au même résultat scientifique en utilisant plusieurs méthodes différentes. Ce qui, évidemment, est un gage que, a priori, ce qu'on a trouvé n'est pas totalement à côté de la plaque, puisque par différents moyens, on peut arriver au même résultat. Donc ça me semble très important parce que c'est une séance sur les méthodes quantitatives, de bien marquer avec vous que c'est pas parce qu'on s'intéresse aux méthodes quantitatives qu'on exclut les approches qualitatives, bien au contraire. Et puis, mais c'est un peu déjà dans ce que j'ai dit, les résultats empiriques nous nourrissent, enfin, les théories ont vocation à être testées empiriquement et ces résultats empiriques ont vocation à conduire à une nouvelle théorisation. C'est-à-dire que faire une étude empirique voilà, démontrer, enfin montrer un état de fait, c'est bien, mais ça doit nous conduire à de nouvelles théories, enfin à faire avancer finalement la connaissance par ce jeu itératif. Alors, première grande catégorie de méthodes, alors là, je la mentionne, mais c'en est une que j'ai pas du tout pratiquée personnellement. Et je pense que voilà, j'ai pas trop cherché. Il doit y avoir plein de recherches en droit, je pense, qui ont déjà utilisé ce type de méthode. C'est les enquêtes par questionnaire ou par sondage, donc à des échelles plus ou moins grandes, hein. Donc ici, vous avez deux rapports d'agences européennes, l'Agence sur les droits fondamentaux, sur les droits des victimes, la sécurité, et ici l'OCDE qui a fait un rapport sur l'accès à la justice, où là vous avez des approches avec des grandes enquêtes par sondage quantitative à l'échelle européenne qui donnent des résultats intéressants. Voilà. Un autre exemple ici, plutôt dans mon domaine, alors je vais utiliser beaucoup d'exemples environnementaux parce que c'est dans ce domaine-là
que je produis des recherches empiriques, mais voilà, c'est des exemples qui peuvent être transposés dans vos domaines respectifs sans aucune difficulté, à mon avis. Donc ici, on a des collègues en Suède qui ont fait un sondage à l'échelle européenne aussi pour savoir si la population européenne soutenait la présence de grands carnivores, donc ce qu'on appelle les grands prédateurs, l'ours, le loup, le lynx, etc., en Europe. Et ici, vous voyez, résultat intéressant. Les personnes interrogées soutiennent à la fois l'idée qu'il faudrait davantage de grands carnivores et en même temps qu'il faudrait davantage de chasse aux grands carnivores. Donc, bon, ça peut donner des résultats mitigés, mais ça peut être intéressant pour défricher un certain nombre de domaines, de partir de grandes enquêtes quantitatives. D'ailleurs, les sociologues font ça très souvent. Donc, voilà. Je passe parce que, comme je le disais, c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué jusqu'à présent. J'aimerais bien le faire à l'avenir. Et ça demande quand même là vraiment des budgets de recherche assez importants, hein, évidemment. Donc c'est moins accessible, je dirais. Alors, la méthode sur laquelle je vais beaucoup insister, parce qu'à mon avis, elle est très intéressante pour les juristes, c'est l'analyse systématique de contenu. Donc là, ça, c'est une méthode que vous retrouvez dans les sciences sociales, hein, l'analyse de contenu. D'ailleurs, elle peut être utilisée de manière qualitative aussi. Moi, je l'utilise plutôt de manière quantitative. Ça consiste à prendre, alors pour nous juristes, un corpus de texte et l'analyser de manière systématique. Alors là, ici, vous avez un exemple concret d'une base de données qu'on a constituée. Alors, j'ai fait ça dans le cadre d'un projet de recherche avec des collègues en Suède, mais comment dire, on a fait ça à l'échelle européenne et de mon côté, je me suis occupé de la France. C'est toutes les décisions du juge constitutionnel, il y en a très peu, et du juge administratif en matière de protection des espèces animales sauvages au titre des directives Habitat et Oiseaux. Bon. Donc pour la France, pour vous donner une idée, ça conduit à avoir collecté plus de 2000 décisions de justice. Alors comment? Ben, en passant, alors cette collecte, elle concerne les années 2000 à 2022. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a l'open access pour les décisions des tribunaux administratifs, donc ça poserait moins de difficultés aujourd'hui. Mais comme je voulais remonter dans le temps, il a fallu que je passe une convention avec le Conseil d'État de manière à pouvoir avoir accès à la base de données interne, etc. Bon, je ne le développe pas, mais je pourrais répondre à vos questions si ça vous intéresse. Donc, collecte de 2000 décisions et ensuite analyse selon un certain nombre de variables, une par une de chacune des décisions. Donc, il faut lire chacune des décisions et coder. Alors, parfois on appelle ça l'annotation de données ou on peut parler aussi de grille de codage. Donc, c'est tout simplement un tableau Excel où sur chaque ligne, vous avez une décision. Et donc, vous lisez il faut lire la première décision. On recense quelle est la juridiction, bon, la référence de l'affaire, etc. Quelle est la décision administrative qui a été contestée, de quel type de recours il s'agit, etc., etc., etc. Vous pouvez coder un certain nombre de variables. Alors, évidemment, plus il y a de variables qui vous intéressent, bah, plus le travail est long et fastidieux. Mais par exemple, vous voyez, alors là, dans ce jeu de données, on a codé, par exemple, est-ce qu'il y a des normes constitutionnelles qui ont été invoquées? Est-ce qu'on retrouve le principe de précaution? Quel est l'article de la directive Habitat ou de la directive Oiseaux qui est utilisé comme fondement? Voilà, vous pouvez coder autant de variables que vous voulez. De manière ensuite, alors le but de cette méthode, quand on l'utilise dans un cadre quantitatif, c'est de produire des grandes tendances, de produire parce que finalement, les statistiques descriptives et même inférentielles hein, vont permettre de synthétiser l'information qu'on trouve dans ce corpus de texte. Donc, c'est le but de ce type de démarche. Alors ça, c'est une base de données. Donc, au final, on a près de 7000 décisions à l'échelle européenne. C'est une base de données qu'on n'a pas encore exploitée. Il n'y a pas d'articles scientifiques qui ont été publiés pour l'instant, mais ça, j'espère on va y parvenir bientôt. Ça pose un certain nombre de difficultés parce que c'était à l'échelle européenne, mais je passe sur ces détails-là. En revanche, avant de faire cette analyse-là, donc toujours avec mon collègue qui est en Suède, là, Guillaume Chaperon, et avec un collègue qui est maintenant, enfin, qui est en train de terminer sa thèse sous ma codirection, Kevin Marfin,
on avait fait à l'époque, il y a 4 5 ans, un projet pilote, j'ai envie de dire, où là, j'avais collecté, je crois, à peu près 300 décisions, pareil, donc, selon le même principe, mais uniquement sur les grands carnivores, donc principalement les ours et les loups. Et on avait fait un article avec des statistiques sur ce contentieux-là. Donc, vous voyez ici sur le schéma de gauche, vous pouvez voir que il y avait 69 décisions qui concernaient des référés suspension, 48 qui concernaient des recours en annulation, etc., avec à chaque fois le résultat et les fondements sur lesquels les décisions avaient été soit validées, soit annulées, etc. Donc ça permet de manière très synthétique d'avoir une image concrète du contentieux. Donc par exemple, vous voyez, pour les administrativistes, hein, quand un membre du Conseil d'État vient nous expliquer que voilà, si les référés sont pas, s'il n'y a pas beaucoup de référés qui sont accordés, c'est pour telle ou telle raison. Bon, ben, avec ce type de méthode, vous avez des éléments concrets. On passe du doigt mouillé à des éléments, de véritables données qui produisent une information fiable sur les raisons pour lesquelles majoritairement les référés sont rejetés. Bon. Voilà. Et puis à droite, ici, vous avez l'évolution du contentieux durant toute la période d'analyse. Donc, c'est le nombre de décisions en rouge. Donc, on voit qu'il y a des fluctuations, etc. Vous avez des décisions favorables en gris clair et défavorables en gris foncé. Bon, je ne peux pas assez détails, mais on a calculé le taux de succès selon le type de requérant, etc., etc. Enfin, les possibilités sont pratiquement infinies. Et ça, vous voyez, produire des statistiques descriptives sur un jeu de données comme celui-ci, c'est pratiquement à la portée de tout le monde. Alors, je vous conseille quand même de discuter un peu avec des gens qui connaissent les statistiques, hein, mais c'est relativement accessible si on accepte de se former un peu. Et même si ça peut paraître, si vous discutez avec un économiste ou un statisticien, il va probablement considérer que c'est des approches très très basiques. Il n'empêche que on passe d'une connaissance zéro sur un domaine donné à un début de connaissance sur ce domaine. Donc là, en l'occurrence, le contentieux du loup en France. Voilà. Avant ça, personne n'est capable de dire qu'est-ce que c'est le contentieux du loup en France. Après ça, on peut dire, bon voilà, il y a une insuffisance dans nos données, etc. Mais on commence à avoir une première image. Bon, on n'était quand même pas suffisamment fiers de ce travail, donc on a fait un préprint qui traîne sur Internet, mais on l'a pas, malheureusement, on l'a pas publié dans une revue. Mais bon, c'était un préalable à un projet plus ambitieux ensuite. Alors, ce projet plus ambitieux, c'est cette fameuse base de données européenne dont je vous ai parlé. Donc là, on a fait cette même démarche à l'échelle de l'Union européenne. Donc là, mon collègue en Suède a déposé un projet de recherche, récolté 300 000 euros de l'ANR suédoise pour embaucher des consultants dans tous les pays de l'Union européenne, de manière à collecter de la manière la plus exhaustive possible l'ensemble des décisions rendues dans ce domaine-là dans tous les pays de l'Union européenne. Bon, donc ça, c'est un travail colossal qui implique évidemment des financements, mais sur lequel on espère sortir des résultats intéressants. Donc là, je vous ai mis un extrait, c'est vraiment une analyse partielle, donc faut absolument pas la tenir pour argent comptant, c'est très insuffisant là pour l'instant ce qu'on a fait avec cette base de données, mais vous voyez ici que par exemple aux Pays-Bas, ils ont davantage de décisions qu'en France, mais la France arrive quand même en numéro 2. Mais qu'en France, les décisions rendues par les juges sont en proportion beaucoup plus favorable à la conservation des espèces que aux Pays-Bas. Bon. Euh, donc ça, il me semble que c'est des études intéressantes. Il y a le même genre d'études aux États-Unis, par exemple. Ça, c'est toujours une analyse de contenu. Alors là, qui m'a pris, enfin, qui a nécessité beaucoup moins d'investissement de ma part, puisque là, je n'ai pas collecté moi-même les données et je n'ai pas codé moi-même les données. Puisque, qu'on soit bien d'accord, hein, le principal obstacle, c'est ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais le principal obstacle, c'est le fait de coder 2000 décisions. Vous imaginez le temps que ça peut prendre. Bon, là, sur ce travail-là, donc ici, c'est un article qui va paraître bientôt, là, de manière imminente à la Revue des droits de l'homme et libertés fondamentaux, la revue en ligne, où la question que je me suis posée, c'est dans les contentieux climatiques, est-ce que c'est utile d'invoquer les droits de l'homme? Bon, puisque on entend beaucoup hein, dans le vocabulaire notamment des militants sur ces sujets-là que voilà
le fait d'utiliser les droits de l'homme, ce serait formidable parce que ça permettrait de gagner des contentieux, etc. Bon, au départ, je pensais pas que j'aurais les données nécessaires pour le faire. Et puis, bon, finalement, j'ai pu avoir des données qui avaient été codées par des collègues à Londres, ce qui m'a permis de faire des statistiques pour montrer que ben, lorsque les droits de l'homme ne sont pas invoqués, on a un taux de réussite des recours de 50%. Et lorsqu'ils sont invoqués, on a un taux de réussite de 43%. Donc, vous voyez, déjà, on voit que en moyenne, il y a moins de réussite lorsque les droits de l'homme sont invoqués. Évidemment, c'est très réducteur comme approche, hein, mais ça permet de défricher. Et puis ensuite, des calculs statistiques, un test d'hypothèse, on peut voir que bah, cette différence entre les cas dans lesquels, entre ces deux taux de succès contentieux, la différence qui existe là enfin, s'explique principalement par le hasard, c'est-à-dire ne s'explique pas par le fait que les droits de l'homme soient invoqués ou non. Donc, il me semble que ce sont quand même des informations qui sont intéressantes. Alors, vous verrez dans l'article, j'explique pourquoi cette analyse est insuffisante, parce qu'il n'y a pas les données qu'il faut, etc. Mais c'était là aussi une volonté d'illustrer ce que l'on peut faire avec ce type d'approche. Toujours sur l'analyse systématique de contenu, on décale un peu enfin, on fait un pas de côté par rapport à l'objet de recherche. Ici, ce qui m'intéresse, c'est pas le contentieux, ce sont les productions doctrinales. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collecté 122 articles de doctrine qui représentent donc de manière exhaustive tous les articles qui ont été publiés dans la Revue juridique de l'environnement, qui est la revue de référence dans mon domaine. Et pourquoi c'est la revue de référence? Bah, parce que c'est la plus ancienne, c'est celle qui permet d'avoir les articles les plus longs, et puis c'est aussi la seule qui pratique vraiment la relecture en double aveugle. Bon, donc je me suis dit, tiens, c'est quand même un échantillon intéressant pour étudier la rigueur méthodologique de l'approche doctrinale. Donc j'ai collecté tous ces articles, je les ai lus un par un, j'ai rempli mon tableau Excel, comme je vous ai montré tout à l'heure, autour d'un certain nombre de variables, ce qui m'a permis de montrer que dans la majorité des cas, par exemple, la question de recherche n'était tout simplement pas identifiable ou n'était même pas reconstituable à la lecture de l'introduction. Voilà. Donc sur chaque article, je me suis demandé, voyons, quelle est la question de recherche dans cet article? Bon, soit j'ai pas réussi à l'identifier, clairement. Soit, voilà, en prenant 10 minutes de réflexion après avoir lu l'introduction, je me suis dit, mais quelle est la question? Ben, je n'arrivais pas à la retrouver. Alors, on peut parler, si vous voulez, des faiblesses de cette approche méthodologique, mais ça donne des informations intéressantes. Vous avez sur la droite d'autres éléments statistiques que j'ai pu ressortir de cette analyse, voilà, pour montrer que, effectivement, il y a un certain nombre de canons méthodologiques qui sont finalement peu respectés en pratique dans les productions doctrinales. Ensuite, ça c'est une autre catégorie d'études que j'ai pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent, mais qui donne là aussi des résultats intéressants. Là, pareil, c'est basé sur de la collecte de données, pas forcément des données textuelles. Euh, Là, il dit ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va rentrer, enfin, on va quitter le monde des statistiques uniquement descriptives pour aller dans celui des statistiques inférentielles. On va essayer de mettre en évidence les corrélations entre différentes variables. Donc, par exemple, ici, là, sur la droite, vous avez un article de deux politistes qui est, comme vous le voyez, très bien publié, hein, qui montre que l'adoption de lois de lutte contre le changement climatique au niveau national est corrélée avec la réduction des gaz à effet de serre dans ces États-là. Et ce qui montre également, c'est que lorsque ces États sont des États de droit, eh bien, l'effet observé est plus important que dans ceux qui ne sont pas des États de droit. Bon. Donc là, on va être plutôt dans le champ de ce qu'on appelle les analyses d'impact. On va chercher à mesurer l'efficacité du droit. Alors là, en général, ça intéresse un peu moins les juristes. Mais bon, moi, pour des raisons personnelles, traditionnellement, c'est un champ qui m'intéresse beaucoup. Et puis là, en dessous, vous avez une étude qui a été publiée il y a quelques jours, dont la presse s'est fait un petit peu l'écho sur une évaluation des effets de l'interdiction des néonicotinoïdes en France
donc qui a évalué l'impact sur les populations d'oiseaux. Donc, vous voyez, là, on a une mesure juridique, une interdiction, qui, pour les auteurs de l'étude, alors eux, pour eux, ils se rendent pas du tout compte qu'ils étudient le droit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on a ici le cas d'une science qui prend le droit pour objet. Ils étudient les effets d'une interdiction. Voilà. Et ils ont montré que cette interdiction des néonicotinoïdes avait un effet, en tout cas détectable, statistiquement au niveau des populations d'oiseaux. Alors ensuite, un autre type de méthode qui est pas très, enfin, très peu utilisé en France, mais en tout cas en droit évidemment, mais pas mal utilisé à l'étranger et surtout dans d'autres sciences sociales, principalement en psychologie, en psychologie sociale. Ce sont les expériences, enfin les essais contrôlés randomisés ou ce qu'on appelle les expériences en laboratoire. Donc là, je n'entre pas dans le détail, mais il faut vous placer dans, enfin, l'exemple type, c'est l'essai thérapeutique. On en a entendu parler au moment du Covid, hein. Souvenez-vous de ce débat qu'il y avait en gros entre Didier Raoult qui faisait des études observationnelles, c'est-à-dire qui mettait en évidence de manière plus ou moins honnête et fiable, mais des études qui sont basées plutôt sur la mise en avant de corrélations avec d'autres médecins qui disaient, bah non, tant qu'on n'a pas fait un essai contrôlé randomisé, on peut pas démontrer de causalité entre un traitement et un bénéfice thérapeutique. Pourquoi? Parce que dans les études observationnelles, il y a des méthodes statistiques pour limiter ça, mais il y a quand même un certain nombre de biais qui affectent ce type d'études. Alors que dans un essai contrôlé randomisé, comme on alloue les différents sujets dans les deux groupes de manière aléatoire, eh bien, c'est une manière de neutraliser l'ensemble des biais qui sont susceptibles de frapper ce type d'études. Puisque vous voyez, ici on le dit, hein, les facteurs confondants bah, sont répartis de manière proportionnée entre les deux groupes. Donc peut-être qu'il y a des facteurs confondants, mais ils ne faussent pas l'appréciation qu'on peut avoir entre les deux groupes. Le problème, c'est que ce type d'études, c'est très compliqué à réaliser dans le monde réel. Alors, c'est compliqué pour les médecins, ils le font pas systématiquement, il y a des obstacles éthiques à ça. Mais c'est aussi compliqué pour les sciences sociales, parce que là aussi, il y a des obstacles éthiques. Alors, pour vous donner un exemple, c'est notre française économiste Esther Duflo, dont vous avez déjà probablement entendu parler. Elle a eu le prix Nobel d'économie avec un Indien parce qu'elle pratiquait ce type d'expérience. Et elle a fait d'ailleurs des études, parmi ces articles, hein, vous avez des essais contrôlés randomisés qui concernent, par exemple, l'étude des mécanismes administratifs de contrôle de la pollution en Inde. Donc vous voyez, là, on se rapproche au moins de la science administrative, si on veut. Et donc là, enfin, pourquoi est-ce qu'ils font ça plutôt dans les pays du Sud? Bah parce il y a plus de facilité à faire des expérimentations législatives. Bon. Vous imaginez bien qu'en France, si on dit voilà, on va tirer au sort les personnes qui vont bénéficier du RSA et les autres ne vont pas en bénéficier, tout ça parce qu'on veut faire un essai contrôlé randomisé pour voir si le RSA a un effet bénéfique sur la sortie de la pauvreté. Bon, il risque d'y avoir un certain nombre de protestations. Donc, c'est très difficile à mettre en place en France et en Europe de manière générale. Alors, les expériences en laboratoire, elles, bah, cherchent enfin, utilisent, si vous voulez, en quelque sorte des cobayes, hein, recrutent des personnes qui vont être mises derrière ces ordinateurs-là et vont répondre à un certain nombre de questions. Et comme ça, on va pouvoir observer leurs réactions. Donc ça, c'est beaucoup utilisé en psychologie. Et je vous ai donné ici deux exemples. Ça, à mon avis, ça c'est, par exemple, c'est vraiment, si vous vous intéressez au droit comparé, par exemple, c'est vraiment une étude qui est hyper intéressante. On a mis des vrais juges dans un laboratoire, d'accord? Donc, on a demandé à des juges de venir s'asseoir derrière un ordinateur. On leur a donné des dossiers et on a tout simplement observé ce qu'ils faisaient. La problématique de base, c'était est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence entre common law et civil law sur la manière de travailler entre ces deux grandes traditions. Alors, sur le graphique de gauche, on a observé quels étaient les documents sur lesquels les juges passaient le plus de temps lorsqu'ils étudiaient le dossier.
Donc, est-ce qu'ils passent plus de temps sur les faits, sur les écritures des parties, sur des jugements antérieurs, sur les lois, etc., etc. Donc ici, vous avez représenté de manière synthétique hein, le temps qui est passé. Et puis à droite, on a regardé, là c'est plus, on a regardé, on leur a demandé de rendre des décisions. Donc on leur a donné des dossiers fictifs, on leur a demandé de rédiger des décisions. Et on a regardé quelle place était accordée aux considérations, voilà, aux lois, aux précédents, aux documents de politique publique, etc., etc. Qu'est-ce qui était le plus cité dans les décisions qu'ils avaient rendues dans ce cadre expérimental? Bon, vous vous doutez de la conclusion. Il n'y a pas de différence fondamentale entre ce qu'on étiquette comme étant les traditions de common law et les traditions de civil law, mais c'est quand même intéressant, même si on s'en doutait, c'est quand même intéressant d'en avoir la preuve empirique. Là, vous avez un exemple dans le domaine de l'environnement. On a recruté des étudiants qu'on a mis aussi dans un laboratoire comme ça, et on leur a demandé, enfin, on leur a assigné un rôle dans un jeu de rôle. Donc certains étaient des agriculteurs, d'autres étaient des militants écologistes, d'autres étaient en charge du contrôle de la pollution agricole au niveau du ministère de l'Agriculture, etc. Et en observant les réponses qu'ils peuvent donner aux différents questionnaires, eh bien, on montre ici que les décisions de compliance, c'est-à-dire décisions prises par les agriculteurs de se conformer ou pas à la loi, sont plus importantes lorsqu'on a non seulement des mécanismes d'inspection par l'État classiques, enfin, modèle command and control du droit administratif classique, lorsqu'on a ça, mais que aussi en plus, on donne la possibilité aux citoyens et aux ONG d'accéder à la justice et donc de pouvoir amener devant la justice les gens qui ne respectent pas les règles. Voilà. Donc ça, euh, pour ceux qui connaissent la Convention d'Aarhus, c'est une étude qui est très importante parce que ça montre que l'un des postulats principaux de cette Convention internationale, qui est de dire si on améliore l'accès à la justice en matière d'environnement, on aura une meilleure application du droit de l'environnement. Ben voilà, là, vous en avez une preuve empirique. Évidemment, il ne faut pas s'emballer non plus. Ça reste des expériences en laboratoire où les cobayes sont des étudiants. Donc, la validité dite externe de ce type d'études est relativement contestable. Est-ce qu'elles elles disent vraiment quelque chose de ce qu'on pourrait observer dans le monde réel? C'est pas évidemment pas certain, mais ça nous donne quand même des renseignements, surtout sur le plan cognitivo-comportemental, de réaliser ce type d'études. Bon, j'aimerais bien faire ça, mais là aussi, ça demande quand même un certain nombre de moyens. Mais voilà, je suis absolument persuadé que ça doit être passionnant. Alors ici, vous avez d'autres types de méthodes. Là, c'est des méthodes plutôt des économistes. Alors, je rentre pas dans les détails, j'en serais d'abord incapable et ce serait probablement trop compliqué, mais ils ont mis au point des méthodes qui permettent, sans, quand on ne peut pas réaliser d'essais contrôlés randomisés, qui permettent quand même d'approcher une forme de causalité. C'est-à-dire, c'est entre les études observationnelles, c'est une étude observationnelle très sophistiquée, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'ils appellent les études de double différence. Et là, j'ai un projet actuellement avec des collègues économistes qui est au tout début, mais j'espère qu'on pourra arriver à le mener à bien, qui consisterait à utiliser des images satellites par un traitement statistique d'images satellites, de voir si la loi littorale, qui a été adoptée en 1986 en France, est-ce que la loi littorale a vraiment conduit à limiter l'urbanisation le long de la côte? Est-ce qu'elle a vraiment conduit à réorienter l'urbanisation vers l'intérieur des terres? Bon. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit avant-après avec le site de l'IGN. Donc là, vous avez Mimizan sur la côte atlantique et on voit bien que, alors on voit pas, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que vraiment la ville s'est étendue vers l'intérieur des terres et ne s'est pas étendue en largeur le long de la côte. Donc on espère qu'avec ce type de design-là, des doubles différences, en comparant par exemple avec l'Espagne, on arrivera statistiquement à démontrer que le fait que l'urbanisation du littoral en France aujourd'hui se soit orienté vers l'intérieur des terres, c'est effectivement un effet causal de la loi littorale. Bon, je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas si on aura les données qu'il faut, parce que c'est compliqué d'avoir les bonnes images aériennes, etc.
Mais en tout cas, l'objectif de cette étude est là. Voilà, si vous faites du droit de l'urbanisme, par exemple, je pense que c'est quand même une information intéressante. Alors, je passe à une deuxième. Là, je vous ai présenté, on va dire, les grands types de méthodes, les grands types de méthodes quantitatives que partagent pas mal de sciences sociales et qui, comme j'ai essayé de le montrer, sont tout à fait utilisables dans le domaine du droit. Là, j'en viens aux méthodes dites computationnelles. Et alors là, à mon avis, c'est encore plus intéressant pour les juristes parce que on se rapproche vraiment de ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire les normes. Donc, vous voyez, les méthodes précédentes, on peut toujours me dire, ah oui, Julien, c'est très intéressant ce que tu racontes, mais finalement, tu fais de la sociologie du droit. Certes, c'est quantitatif, mais voilà, ce n'est rien d'autre que de la sociologie du droit. Bon. Il me semble qu'avec les méthodes computationnelles, on peut, si on le souhaite, faire des études empiriques sur un objet purement juridique. C'est-à-dire qu'au début, vous savez, je vous ai dit, ah ben, l'objet, c'est les phénomènes juridiques, le droit dans la société. Vous pouvez étudier le droit dans la société avec ces méthodes-là, mais vous pouvez aussi, si vous êtes un grand fanatique de Hans Kelsen, vous pouvez en rester uniquement à la norme pure avec ce type de méthode. Alors, je vais essayer de vous en convaincre. Alors ça, c'est vraiment un petit truc enfin, sur lequel je me suis amusé dans le cadre de mon HDR. C'est un petit outil très simple que vous trouvez en ligne qui s'appelle Gallicagram. Donc, si vous tapez ça sur Google, vous allez tomber sur leur site. Ensuite, vous allez vous amuser avec les différentes options du site et vous allez voir que si vous cherchez bien, vous pouvez sélectionner un corpus d'analyse. Euh, donc, notamment, vous pouvez sélectionner des revues qui sont en ligne, dont les archives sont en ligne sur le site Percé. Tout le monde connaît Percé puisqu'il y a un certain nombre de grandes revues juridiques qui sont archivées sur le site Percé. Et donc, vous pouvez, avec ce site-là, faire de la lexicométrie en utilisant un corpus de revues juridiques. Donc, vous voyez, là, j'ai mis enfin, vous avez la liste de toutes les revues qui figurent dans ce corpus. Donc notamment, moi, ce qui m'intéressait, c'était la revue juridique de l'environnement, mais vous avez l'annuaire international de justice constitutionnelle, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que c'est la lexicométrie? Bah, c'est mesurer quantitativement l'occurrence de certains mots ou de certaines expressions dans un corpus textuel. Donc, vous voyez, dans le schéma du haut, là, j'ai fait une liste de grands théoriciens du droit. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir si la doctrine, les productions doctrinales, faisaient beaucoup référence ou pas aux grands noms de la théorie du droit. Bon, donc j'ai déterminé un peu arbitrairement une liste de grands théoriciens du droit et j'ai recherché leurs noms dans ces corpus-là. Donc ça permet ici, par exemple, de voir que visiblement, les auteurs qui publient chez Droit et Société, donc en vert, sont beaucoup plus intéressés par la théorie du droit que les auteurs qui publient, par exemple, dans les travaux du Comité français de droit international privé, où là, les théoriciens du droit sont beaucoup moins cités en nombre d'occurrences. Et puis le graphique, enfin l'histogramme que vous avez en dessous, c'est là ici, j'ai recherché l'occurrence des termes méthode et méthodologie pareil dans ces mêmes corpus. Et vous voyez ici, sans véritable surprise en réalité, que la Revue internationale de droit comparé arrive en premier. Et on sait que les comparatifs enfin, parmi les productions doctrinales, sont celles qui probablement sont les plus attachées à la dimension méthodologique. Viennent ensuite la Revue de droit international, puis la Revue de droit et société, puis l'Annuaire international de justice constitutionnelle, etc., etc. Donc ça, c'est un outil très simple. Alors la lexicométrie, il faut s'en méfier, hein, c'est difficile d'en tirer des significations, vraiment de véritables conclusions, mais ça peut quand même vous permettre de défricher un certain nombre, enfin certains corpus. Alors par exemple, sur ce site, vous avez accès à toutes les archives de Gallica. Donc vous pouvez vous amuser avec toutes les archives de Gallica. Donc tu vois, Armand, si tu veux faire une étude sur les vieux manuels de droit administratif, bon bah voilà. C'est tout à fait possible avec Gallicagram. Alors, ça c'était l'apéritif. Maintenant, une méthode qui est vraiment, à mon avis, très intéressante pour les juristes, c'est l'analyse de réseau. Pourquoi? Parce que l'analyse de réseau, c'est une analyse des structures relationnelles, c'est-à-dire des citations qu'il peut y avoir entre différentes entités.
et pour nous, les citations qu'il peut y avoir entre différents textes. Or, comme vous le savez, que ce soit les lois ou les décisions de justice, eh bien, il y a énormément de citations entre les lois, entre les textes juridiques et parfois aussi entre les décisions de justice. Donc là, vous avez un travail qui a été fait par des collègues américains sur les arrêts de la Cour suprême. Donc ils ont pris les arrêts existants en 1810, ils ont constitué un réseau de citations. Donc les points qui sont isolés, ce sont des décisions qui ne citent personne, qui ne citent aucune autre décision et qui ne sont citées par aucune autre. Mais dès que vous avez un lien entre deux points, ça veut dire qu'il existe une citation entre ces deux entités. Et on voit ici que l'évolution avec le temps, bah, il y a de plus en plus de points, donc de plus en plus d'arrêts qui ont été rendus, et aussi de plus en plus de citations entre, entre les différents arrêts. Donc ça a été présenté par les collègues américains comme un indicateur de la complexité juridique. Vous savez, voilà, il y a beaucoup de démagogie hein, autour de la fameuse complexité du droit, etc. Bon, ben là, on a un outil qui peut permettre de mesurer une forme de complexité du droit. Si, bien sûr, on fait l'hypothèse que une citation entre deux textes complexifie la compréhension qu'on peut avoir d'un texte juridique. À gauche, ici, vous avez un travail précurseur hein, qui date de 2011, vous voyez ici. C'est des collègues français. Donc vous avez un géophysicien, une juriste et un autre géophysicien qui ont appliqué l'analyse de réseau au code juridique français. Et donc ici, vous avez sous vos yeux ébahis l'image des codes juridiques français en 2011. Et donc, là, je vous renvoie à l'article parce que je suis incapable de mémoire là, de le réexpliquer, mais vous pouvez faire des calculs de centralité dans le réseau qui vous permettent de voir quels sont les codes qui sont les plus cités, qui citent le plus d'autres codes, et ainsi dégager en quelque sorte des codes qui sont un peu leaders dans le réseau des codes et d'autres qui sont un peu plus suiveurs. Donc c'est vraiment une production qui est extrêmement intéressante, d'autant plus que vous pouvez reproduire ce type d'analyse dans le temps. Vous voyez, vous pouvez la faire en 2011, 2012, etc. et suivre ainsi la complexification ou au contraire, on en entend beaucoup parler, hein, la fameuse simplification du droit. Bon, ici, vous avez un indicateur de ça. Évidemment, on ne peut pas parler d'analyse de réseau en droit sans citer cet article fondamental de Matthias Derlen et Johan Lindholm, dont j'ai parlé en introduction. J'espère qu'il est encore là pour m'entendre. Moi, c'est un article qui me fascine puisque en utilisant l'analyse de réseau, d'une certaine manière, ils ont démontré que bah, c'était peut-être pas l'arrêt Van Gangen-Loos qui était l'arrêt le plus important de la Cour de justice de l'Union européenne, tel que la doctrine avait tendance à le penser, puisqu'ils ont montré qu'en réalité, l'arrêt qui était le plus central dans différents types d'analyses, hein, ils ont analysé les décisions, ils ont analysé les conclusions des avocats généraux, etc. Mais l'arrêt qui, in fine, est le plus central était plutôt l'arrêt Bosman, en tout cas, si on regarde en termes de nombre de citations de cet arrêt. Donc, vous voyez là, tout à l'heure, je vous parlais de vérification empirique de théorie doctrinale. Bah, vous avez un exemple magnifique de ce type de travail-là. Alors, toujours sur l'analyse de réseau, ça c'est un travail que j'ai fait dans le cadre de mon HDR l'année dernière, où bah, j'ai repris mes 10 années de publication là, dans la revue juridique de l'environnement, et je me suis dit, bah, voyons si la doctrine environnementaliste est relativement ouverte ou non. Parce que je partais de l'hypothèse que l'ouverture interdisciplinaire, l'ouverture internationale, etc., etc., était plutôt un signe de qualité des productions. Bon, donc j'ai essayé de mesurer le degré d'ouverture. Pour faire ça, donc j'ai extrait. Alors là, je me suis aidé de ChatGPT pour extraire de chaque PDF. Donc vous prenez chaque PDF d'article et il s'agit d'extraire les notes de bas de page. Vous vous retrouvez avec un tableau Excel avec 8000 lignes et il faut trier une par une pour éliminer ce qui relève de citations d'articles de loi, par exemple, ou de jurisprudence, et garder seulement les citations doctrinales.
Une fois que vous avez ça, vous pouvez constituer le réseau de la doctrine environnementaliste française, si vous voulez. C'est un petit peu ça. Donc là, vous avez ça en haut à gauche. Ici, les nœuds qui ont la taille la plus importante, ce sont les nœuds qui sont les plus cités. Et ensuite, vous pouvez appliquer un certain nombre de calculs mathématiques qui permettent de détecter des sous-communautés à l'intérieur du réseau. Donc, dans les différentes couleurs, ça représente des communautés. Alors, euh, c'est compliqué de comprendre exactement quelle est la portée de ces calculs, mais quand on regarde en réalité ce qu'il y a dans ces sous-communautés, on trouve quand même une forme de cohérence. Vous avez par exemple tous ceux qui font du droit privé, qui sont plutôt des privatistes en droit de l'environnement, se retrouvent bizarrement en ayant la même couleur. Ce que ça m'a permis de montrer, euh, c'est qu'il s'agissait d'un réseau dit small world, c'est-à-dire avec des interconnexions assez élevées entre les différents auteurs et une faible distance entre les différents nœuds. C'est-à-dire que par exemple, entre l'auteur A et l'auteur B, en une, deux ou trois connexions, on arrive de l'un à l'autre. Alors que vous avez d'autres formes de réseau où il faut 10 ou 15 ou 20 connexions avant de toucher n'importe quel autre hauteur du réseau. Donc ça, c'est des calculs mathématiques qui vous permettent de calculer ça. Ça permet aussi de montrer qu'il y a des sous-communautés, entre guillemets, décentralisées. Et ça m'a aussi permis de montrer que, il n'y avait pas dans ce réseau-là, parce que, alors, j'ai pas précisé, mais l'analyse de réseau, c'est utilisé dans la plupart des domaines scientifiques, hein. Donc il y a des concepts. Le concept de small world, c'est un concept qui est répandu dans la liste de réseau, et le concept de rich club, c'est aussi un concept répandu. Là, j'ai montré qu'il n'y avait pas de rich club, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de clan. Vous voyez, on aurait pu s'attendre, par exemple, dans une petite communauté universitaire, à ce qu'il y ait 10 personnes qui se citent tout le temps entre eux et qui trustent ainsi la majorité des citations. Alors, bien sûr, ici, vous avez certaines personnes qui sont plus citées que d'autres, hein, mais il y a quand même une répartition relativement importante des citations selon les auteurs. Bon, mais surtout, ce que ça m'a permis de montrer, c'est que c'est les graphiques qui sont en bas. Ça m'a permis de montrer que les juristes environnementalistes avaient tendance surtout à citer d'autres juristes environnementalistes, que en tant que juristes, ils avaient plutôt tendance à citer des juristes, et qu'en tant que Français, ils avaient plutôt tendance à citer des Français. Bon, là aussi, il n'y a pas une grande surprise à ça, mais je trouve que c'est intéressant d'en avoir un constat empirique. Alors, autre méthode intéressante, enfin, peut-être un dernier mot vraiment pour insister sur l'analyse de réseau. Bon, là, c'est un exemple sur la doctrine, mais ce qui est intéressant à mon avis, c'est que, vous voyez, par exemple, quand on parle de circulation des concepts juridiques en droit comparé, circulation des solutions jurisprudentielles, etc. Bon, avec ces outils-là, c'est pas juste des mots. Vous pouvez vraiment retracer les relations entre les décisions de justice, etc., etc. Donc, je vous laisse imaginer le champ d'études que ça crée. C'est une méthode qui est beaucoup utilisée en droit de l'Union européenne. Je pense essentiellement, enfin, beaucoup pour des raisons techniques, parce que le site Eurolex, sur chaque décision de justice de la Cour, recense lui-même déjà les citations d'autres décisions de justice. Donc en fait, c'est relativement facile parce que toute cette étape de codage des données que moi j'ai dû faire ici, vous l'économisez en gros si vous travaillez sur des décisions de justice de la Cour de justice de l'Union européenne. Ça, c'est un autre exemple, alors sur une autre méthode qu'on appelle, alors en bon français, les modèles de sujets. Et ici, c'est trois collègues étrangers. Enfin, le premier auteur de cet article est un collègue qui s'appelle Arthur Dièvre, qui est un des leaders du mouvement empirique en Europe, hein, et qui se trouve être un Français, qui a fait une thèse à la Sorbonne, et qui est professeur en Belgique. Et qui donc, voilà, dès 2015, je crois, a eu une ERC pour appliquer des méthodes computationnelles à des corpus juridiques au niveau européen. Alors, il a fait un tas de travaux très intéressants. Celui-ci, il me paraît assez rigolo. Je vous le résume. Alors,
Qu'est-ce que c'est le topic modeling? Ben, on va essayer de tracer dans des grands corpus de texte, on va essayer de tracer l'importance de tel ou tel sujet. Donc là, par exemple, il prend les textes européens et la jurisprudence au niveau européen et la doctrine dans une revue européenne, et il regarde sujet par sujet quelles sont les proportions de ce sujet dans le temps. Donc, par exemple, est-ce que la doctrine parle beaucoup d'agriculture? Est-ce que la Cour de justice parle beaucoup d'agriculture ou de droits fondamentaux, etc. Bon, une des conclusions, donc là, vous avez toute la liste des sujets. Je vous ai pris juste l'exemple d'une revue doctrinale, la Common Market Law Review, où vous voyez l'évolution dans le temps de la place des différents sujets identifiés dans ce corpus de texte. L'un des éléments qu'il a pu montrer avec cet article, c'est qu'il y a une disproportion, si vous voulez. Il y a une sorte de biais dans les travaux doctrinaux qui s'intéressent, par exemple, beaucoup aux questions constitutionnelles et de droits fondamentaux. Donc, quand vous prenez la Common Market Law Review, vous avez ce sujet-là a une importance grande, alors que quand vous prenez les textes européens et la jurisprudence de la Cour, en proportion, c'est un sujet qui a beaucoup moins d'importance. Donc, il y a une disproportion entre l'importance réelle de ce sujet dans le quotidien de la justice et du droit de l'Union par rapport au traitement qui en est fait par la doctrine. Alors, il y a des bonnes raisons à ça, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas parler de droits fondamentaux. Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et à l'inverse, de voir qu'il y a des sujets qui sont complètement sous-exploités par la doctrine. Par exemple, la politique agricole commune. C'est un sujet très important dans la législation et dans la jurisprudence, mais qu'on retrouve pratiquement pas dans cette revue juridique, qui est la revue juridique de référence des européanistes. Donc, je trouve que c'est un travail qui est assez intéressant. Donc là aussi, imaginez hein, ce que vous pouvez faire sur vos corpus de textes respectifs. C'est intéressant cette technique parce que ça permet, lorsqu'on a des corpus de texte qui nous dépassent, c'est-à-dire on pourrait avoir, on pourrait être immortel, on n'aurait quand même pas assez de temps matériellement pour lire tous ces textes. Bon, ben là, ça permet de les analyser de manière partielle, insuffisante, quantitative, etc. Je dis pas que c'est satisfaisant, hein, mais ça permet quand même de pouvoir explorer des grands corpus sans avoir besoin de lire l'intégralité de ces corpus. Alors là, je vous donne un exemple. Alors ça, c'est un travail que je suis en train de faire, que j'espère finaliser en 2026. Je vais essayer d'appliquer le topic modeling à mes fameux articles de la revue juridique de l'environnement. Sauf que là, comme j'ai toutes les archives disponibles et que j'ai pas besoin de les lire un par un, je prends 50 ans de publication dans cette revue. Donc tous les articles publiés depuis 50 ans, puisqu'on va fêter l'anniversaire là, de cette revue l'année prochaine. J'ai extrait les résumés de ces articles et je vais essayer de dégager les sujets qui sont traités et de voir l'évolution dans le temps des sujets qui sont traités. Donc là, je vous ai mis pour m'amuser quelques représentations graphiques. Ça ne veut rien dire puisque c'est un test que j'ai fait sur un petit échantillon. Donc ça veut absolument rien dire, mais c'est juste pour vous montrer. Donc ça passe par un codage en Python. Donc ça, c'est de la programmation informatique. Je vous dis juste un mot. Je ne suis pas un programmateur informatique. OK? Il y a des moyens de faire aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle générative d'ailleurs, il y a des moyens de faire du codage informatique sans connaître le commencement du début de la moindre notion de codage informatique, ce qui est mon cas. Euh, donc voilà, donc ça permet d'identifier un certain nombre de sujets présents dans le corpus. Et ensuite, à droite, vous voyez l'évolution de ces sujets-là dans le temps. Donc là, j'espère faire quelque chose de correct en début d'année prochaine pour montrer, par exemple, je ne sais pas moi, que les questions climatiques n'étaient pas du tout une préoccupation de la doctrine à la fin des années 70, alors que probablement, c'est des hypothèses, hein, elles sont montées en puissance au début des années 2000 ou quelque chose comme ça. Donc, on verra. C'est aussi le charme de la recherche empirique, ça je l'ai pas dit, mais à la différence d'un article de doctrine où bah, finalement on veut démontrer quelque chose. Vous voyez, on a une opinion, on a une intuition, on a une opinion et on cherche à réunir des arguments qui soutiennent cette opinion, ben là, en fait, vous connaissez pas la conclusion. Donc, quand vous commencez, vous avez des hypothèses, mais le résultat, ben, c'est
c'est vous qui le déterminez, mais je veux dire, il s'impose à vous, quoi. C'est-à-dire que si mes données, elles vont à l'encontre de mon hypothèse de base, bah, j'ai pas d'autre choix, à moins d'être un truand, que d'accepter le résultat que me donne ma méthode. Je vous rassure, j'arrive à la fin. Alors évidemment, les LLM, les grands modèles de langue. Alors ça, c'est tout un champ voilà, qui permet d'accomplir un certain nombre de tâches. J'en ai déjà un peu parlé. Euh, Résumer des textes, extraire des arguments, faire de la notation, etc. Ici, vous avez un exemple qui est très intéressant parce qu'ils ont détecté des énoncés normatifs dans un grand corpus de texte. Alors, c'est ni un corpus juridique, ni des normes juridiques, mais en fait, vous allez voir que c'est la même chose. Ils ont collecté 27 000 histoires racontées aux enfants euh, enfin, c'est un corpus historique, donc sur 2 siècles, ils ont collecté les histoires qu'on raconte à nos enfants. Si vous avez des enfants, vous savez bien ce que c'est. Les enfants adorent qu'on leur raconte des histoires. Et dans ces histoires, enfin, pourquoi c'est bien aussi pour les parents de raconter des histoires à leurs enfants? Parce que c'est aussi l'occasion de transmettre un certain nombre de valeurs. Or, les valeurs, c'est quoi les valeurs? Ce sont des normes. Implicites parfois, mais ce sont des normes. Donc ici, vous avez un gros corpus textuel, des histoires qu'on raconte à nos enfants, dans lesquelles on essaye de détecter en utilisant, en l'occurrence, c'est ChatGPT 4, on essaye de détecter la présence de normes explicites ou implicites dans ces histoires. Alors, ça, c'est un working paper, comme on dit, il n'est pas encore publié, mais il est disponible sur Internet. Je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que sur des corpus juridiques, on pourrait détecter là aussi la présence de normes, etc. Donc ça ouvre, à mon avis, des possibilités de recherche très importantes. Là, leur but, eux, c'est plutôt, alors ils sont plutôt spécialisés de law and economics, donc leur but, c'est de voir quelles sont l'évolution des valeurs dans la société. Et est-ce que c'est associé, par exemple, à des périodes de crise économique ou des périodes de croissance économique, etc. Donc c'est plutôt un but d'économiste, mais ça pourrait donner des résultats très intéressants pour les juristes aussi. Voilà pour ce tour d'horizon. Quelques éléments pour conclure. Je dirais, alors sans prétention, parce que on pourrait enfin, on pourrait faire une conférence entière sur les raccourcis méthodologiques, les faiblesses de cette approche, etc. Et c'est très important justement de discuter de ça aussi. Mais je dirais que quand même, en tout cas, la volonté des approches empiriques, c'est de passer de la production d'opinion à la production de connaissances. Toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est quand même l'ambition de ce type d'approche. Comme je l'ai dit, ça peut permettre, selon les méthodes qui sont choisies, de connaître le fonctionnement, de produire des connaissances sur le fonctionnement du droit dans la société, oui, mais aussi sur le fonctionnement du droit lui-même. On parle d'analyse de réseau, de topic modeling, on analyse les normes en tant que telles. On les analyse pas comme un théoricien du droit, on ne les analyse pas comme une approche doctrinale, mais on ne peut pas dire que l'objet n'est pas juridique. Donc voilà, si vous êtes frileux d'aller du côté des sciences sociales, etc., n'ayez pas peur. Vous êtes quand même au bon endroit. Vous pouvez très bien garder une forme de pureté juridique tout en utilisant ce type de méthode. Et puis, l'apport, je dirais, là, c'est plutôt quel est l'enjeu de l'implication de juristes, je dirais même de vrais juristes, dans ce type d'approche. Et ça, c'est une question fondamentale. Et d'ailleurs, je renvoie notamment, je vais citer 2 personnes ici. Je vais citer d'abord Frédéric Audren, qui a bien montré dans un certain nombre de productions que, par exemple, euh, on pouvait pas, alors je veux pas déformer ce qu'il dit, mais ce que j'en ai compris en tout cas, c'est que on peut pas se contenter d'une sociologie du droit qui soit faite uniquement par des sociologues, parce que il y a un certain degré enfin, pour faire une bonne sociologie appliquée à l'objet juridique, il faut savoir un peu quand même ce que c'est qu'une norme juridique. Parce que sinon, le risque, c'est d'avoir une forme de réductionnisme, de simplification à outrance du fonctionnement du droit. Donc c'est important qu'il y ait des juristes
qui aillent travailler avec des sociologues ou des sociologues qui viennent travailler avec des juristes. Mais on peut faire la même remarque sur des études économiques qui prennent le droit pour objet. D'accord? Donc ça, c'est un point sur lequel je veux vous sensibiliser. Euh, Toutes les disciplines des sciences sociales et également certaines disciplines des sciences naturelles prennent le droit pour objet. C'est-à-dire ce qu'il faut bien avoir, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que des productions scientifiques qui disent quelque chose sur le fonctionnement du droit, il y en a tous les jours dans Nature. Alors j'exagère un peu, mais dans les grandes revues scientifiques, des sciences sociales, des sciences naturelles, il y a un tas de sciences qui disent plein de choses sur le droit. Et malheureusement, c'est souvent des choses qui sont ignorées dans les facultés de droit et notamment en France. Donc l'enjeu, c'est quoi? C'est de, alors c'est pas de l'animosité, mais c'est de pas laisser seulement les autres disciplines dire quelque chose sur les objets juridiques. Parce que il me semble que c'est très important de prendre part à ce type de recherche pour améliorer les recherches faites par les autres disciplines, mais aussi conduire nous-mêmes des recherches empiriques en utilisant les techniques des autres disciplines. Je vous donne l'autre personne que je voulais citer, c'est un doctorant qui va bientôt soutenir sa thèse sous ma co-direction, donc Gavin, dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, qui lui a analysé la littérature scientifique en matière de protection de la nature. Donc toute la littérature qui s'intéresse à l'efficacité des aires protégées ou à l'efficacité des systèmes de protection des espèces. Bon, ben, ce qui pour un spécialiste de biologie de la conservation est une aire protégée, pour un juriste, c'est un décret pris en Conseil d'État créant un parc national. D'accord? Donc, quand cette discipline-là étudie l'effet des aires protégées, en réalité, elle étudie les effets du droit. Et ce qu'on constate, enfin, ce qu'il constate dans sa thèse, en partie, c'est que ces disciplines produisent des résultats très intéressants, mais si on avait un regard juridique, on pourrait, enfin, à notre avis, produire un résultat encore plus intéressant. Donc c'est important de bien voir, et y compris pour les financements de gros projets internationaux ou d'ANR, etc. Enfin, je veux dire, il y a des projets aujourd'hui qui sont financés sur d'autres disciplines qui prennent le droit pour objet. Donc c'est aussi important en termes de, je dirais, de concurrence scientifique, si vous voulez, d'avoir conscience de ça. Pour terminer, et promis après j'arrête, je voulais vous dire un mot sur les enjeux de la structuration de la recherche juridique empirique. Un mot sur... Alors, j'ai essayé de vous présenter concrètement pour vous donner envie, pour vous montrer que ça a vraiment un intérêt. Euh, mais ça vous dit pas pour autant comment faire. Alors là, j'ai envie de vous dire, il faut prendre le temps de se former. Donc, euh, Armand, Ariane et Bénédicte ont, comme ils l'ont rappelé, organisé une école d'été l'année dernière. Il faut rester attentif. Je pense qu'il y en aura d'autres. Moi-même, à Toulouse, j'ai initié depuis 3 ans une école d'été. Bon, cette année, ce sera pas à Toulouse, ce sera à Maastricht, mais elle sera ouverte à tous. Ça, c'est, enfin, pourquoi j'ai créé une école d'été il y a 3 ans? C'est parce que bah moi j'ai bricolé dans mon coin en réalité. Et je pense que beaucoup parmi nous pourraient se reconnaître là-dedans. C'est-à-dire que on est attiré par ce type de démarche, puis on se demande par où commencer. Donc moi j'ai suivi une formation en statistique qui était un MOOC sur la plateforme gouvernementale, là, des MOOC. Donc introduction à la statistique avec R, donc c'est un logiciel de programmation, faite par un médecin. Mais voilà, après, il suffit de transposer les mêmes techniques au droit et on arrive à s'en sortir. Donc voilà, il y a une stratégie, ça peut être d'aller suivre des formations existantes. Voilà, moi régulièrement, je suis des méthodes, des formations en sciences sociales pour voir un peu ce qui se fait et essayer de transposer des outils au domaine juridique. Il faut bien comprendre que dans la plupart des autres disciplines, en fait, la formation aux méthodes, mais concrètement, ça fait partie du travail du chercheur, de se former régulièrement à de nouvelles méthodes, etc. C'est très éloigné de notre culture, à nous, juristes, mais la plupart des autres disciplines fonctionnent comme ça. Euh, donc vous pouvez bricoler en allant chercher des formations du côté des sciences sociales ou même des sciences naturelles. Vous pouvez assister à des écoles d'été.
Mais ce qui est important, c'est de prendre ça au sérieux. C'est-à-dire que moi, je vous invite vraiment, tout en bricolant un peu, à ne pas non plus improviser. Alors, il y a un article qui est célèbre aux États-Unis parce que quand le mouvement des études juridiques empiriques a pris de l'importance au début des années 2000, certains ont dit, alors ce sont des auteurs qui venaient de la science politique et aux États-Unis, elle est très quantitative, la science politique, on commençait à dire, Ouh là là, attendez, c'est bien de faire des statistiques, mais faut pas le faire n'importe comment. Donc ils ont sorti cet article qui s'appelle The Rules of Inference, qui vient rappeler que voilà, il y a un certain nombre de pratiques euh, qui doivent être respectées pour avoir des résultats scientifiques valides. Le deuxième élément important, c'est de se soumettre à la réflexivité, à des épreuves de réflexivité. Et ça, c'est quelque chose là aussi dont on n'a pas du tout l'habitude en tant que juriste formé en France, parce que on nous commande des communications à des colloques, parce qu'on nous commande des articles, des notes de jurisprudence, etc. Et que la grande majorité, à mon avis, des revues juridiques enfin, la majorité des revues juridiques sont des revues plutôt commerciales, destinées aux praticiens, et la grande majorité des revues juridiques ne pratiquent toujours pas les relectures en double aveugle. Donc, on n'a pas trop l'habitude, en dehors de la thèse, où là, effectivement, il y a un jury, il y a des comités de thèse, etc. Mais sinon, une fois que la thèse est passée, finalement, on peut faire carrière en droit sans se soumettre vraiment à des épreuves de réflexivité. Et ça, je pense que c'est regrettable, parce que ces épreuves, on peut les voir de manière ennuyeuse en disant, voilà, pourquoi j'irais soumettre ma pensée supérieure aux vues d'un collègue ignorant de mon domaine. On peut prendre les choses comme ça. On peut aussi considérer que c'est enrichissant. Lorsqu'on pratique ces méthodes empiriques, en réalité, on a besoin des autres. Alors, il y a des excès dans certaines disciplines. Prenez par exemple les collègues économistes, ils mettent presque des années avant de publier un article parce qu'ils le présentent 10 fois en conférence avant de le proposer dans une revue. Bon, je pense qu'on pourrait, entre ce qu'on fait en droit et ce qui se fait en économie, il peut y avoir un juste milieu. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce mouvement empirique, c'est que, évidemment, la relecture en double aveugle est une règle, voilà, comme dans les revues à l'étranger en général le pratiquent et qu'on est plutôt sur un format non pas de colloque, mais de congrès. Alors, et ça fait toute la différence. Alors, euh, dans un congrès, on ne nous commande pas un article, on fait une proposition d'article qui est évaluée avant d'être acceptée par un comité scientifique. Bon, vous connaissez ça. Et puis, en général, dans la mesure du possible, ben, il y a des discutants. C'est-à-dire que le papier est présenté dans le congrès, mais fait l'objet d'une discussion publique par un certain nombre de personnes qui, idéalement, ont lu le papier en avance et donc peuvent. Donc, ça veut dire que le papier est produit en avance. C'est-à-dire que si vous voulez, dans les congrès, on vient présenter une recherche qu'on a faite. On vient pas juste présenter un papier auquel on a pensé 2 semaines avant. Et donc ça, je trouve ça extrêmement enrichissant et c'est ça qui fait aussi la qualité potentielle des productions. Alors un mot, je voulais en parler en introduction, mais un dernier mot sur ce qui se passe au niveau européen. Alors, je pense malheureusement que l'anglais, enfin disons que le peu d'appétence pour l'anglais qu'on a dans notre pays est un obstacle au développement de ces approches, en tout cas pour ce qui concerne les approches quantitatives, parce que voilà, lorsque les publications se font en anglais, etc., ça peut rebuter un certain nombre de collègues, c'est dommage. Mais c'est en train de changer, je pense aussi, avec la jeune génération. En tout cas, voilà, Armand l'a mentionné tout à l'heure, mais on a créé il y a quelques années la Société européenne d'études juridiques empiriques. Donc vous avez le site internet ici qui organise un congrès annuel chaque année au mois de juin. Donc, moi, je l'ai organisé l'année dernière à Toulouse. L'année prochaine, ce sera à Ljubljana en Slovénie, puis à Porto au Portugal. Donc, si vous avez un papier empirique à présenter, bah, voilà, vous saisissez cette occasion pour rejoindre le mouvement. C'est très enrichissant. Ça permet de voir aussi qu'on n'est pas seul. Et d'ailleurs, je salue hein, cette initiative, enfin, votre initiative d'avoir créé ce cycle de séminaire parce que ça permet aussi de montrer à tout le monde que on n'est pas tout seul dans son coin à pratiquer ce genre de méthode. Et pour terminer, un mot sur le journal qui a été créé aussi par la société et dont Johan est le directeur,
qui accueille des contributions de manière tout à fait ouverte, avec une relecture en double aveugle, avec une publication open access évidemment, publication au fil de l'eau, c'est-à-dire que l'article, quand il est accepté, il est publié dans la semaine qui suit. Voilà, donc je ne serai, voilà, je vous encourage à me proposer vos recherches à la fois au Congrès européen, mais aussi à la revue européenne. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui.